Bienvenue au Think Data deuxième édition. Donc, je suis Aïssatou Fall, responsable commerciale chez Bamtou. Donc, vous êtes sur la session un chatbot pour les entreprises de télécommunications au Sénégal, session animée par M. Moustapha Diouf, directeur associé chez Bamtou, et de M. Dergen Bay, qui est data scientist chez Bamtou. Donc, Moustapha Dergen, je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Aïssatou. Dergen, tu peux commencer à partager tes slides en attendant que je fasse l'introduction. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session. Juste ce matin, on vit vraiment des sessions très, très riches. Je vous invite à vous inscrire en parallèle de cette session à celles qui vont arriver dans l'après-midi, parce qu'on est en train vraiment de vivre des sessions très, très riches et intéressantes. Alors, comme je l'a dit, je m'appelle Mohamed Moustapha Diouf et je suis directeur associé chez Bamtou. Et là, je suis aux côtés de Dergen Mbaye qui va vous parler de chatbot pour lesquels. C'est parti d'un constat simple. Hein. Chez Bamtou, on aime bien résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés et j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec les numéros USSD pour les reconnaître, pour les retenir par cœur en tout cas. Et heureusement, j'ai ma femme qui travaille pour un opérateur et puis à chaque fois je l'appelle pour dire tiens, mais pour activer un numéro, je dois faire quoi? Tiens, aujourd'hui c'est telle offre que je veux, de la voix plus telle autre data, qu'est-ce qui est mieux, quel numéro je dois faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, les choses doivent être beaucoup plus simples que ça. Aujourd'hui, on est tous connectés, on utilise beaucoup WhatsApp pour l'essentiel, et qu'on devrait avoir un chatbot ou recharger une carte qui doit être aussi simple que de dire en wolof ou en français, dans d'autres langues, recharge-moi telle carte, numéro temps, et puis active-moi telle passe, 4 gigas, etc. Envoyer de l'argent pareil. Je vais envoyer de l'argent à ma maman, un montant de 35 000 francs, par exemple. Donc, oui, le USSD donc, a beaucoup contribué. Aujourd'hui, dans certains continents, ça a complètement disparu. En Afrique, le taux de pénétration mobile est vraiment excellent. Donc, oui, on devrait utiliser les nouvelles technologies pour proposer d'autres canaux beaucoup plus intéressants et surtout beaucoup plus fluides. Donc, durant cette session, il sera question de ça, de pourquoi un chatbot à la place de l'USSD, et puis aussi comment est-ce que facilement on peut l'intégrer par rapport à, pour un opérateur bien donné. Donc, Dergen, je te laisse la scène et je reste connecté pour intervenir au besoin. Merci beaucoup, Moustapha. Donc, je me présente, je m'appelle Dergen Bay, je suis data scientist à Bamtou. Donc, déjà, merci beaucoup à tous donc, de prendre part à cette session du Think Data Day. Donc, comme vous pouvez le voir à l'affiche, donc aujourd'hui, nous allons parler des chatbots avec un use case bien précis qui est un use case que l'on va appliquer au niveau des entreprises de télécommunications. Donc, avant de commencer, donc, vous avez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, en bas, si vous regardez, vous avez un bouton Q&R que vous pouvez utiliser pour poser des questions, qui est différent du bouton chat que vous pouvez utiliser pour discuter. Donc, si vous avez des questions, veuillez les mettre dans la section Q&R et à la fin de la présentation, nous allons prendre le temps d'y répondre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Donc, cette présentation-là va être articulée autour de 4 points principaux. Donc, nous allons déjà débuter par parler des chatbots, en quoi ça consiste, donc, faire un peu un tour d'horizon là-dessus. Ensuite, nous allons parler des USSD, donc le thème d'aujourd'hui, donc le use case que nous allons appliquer aujourd'hui dans le domaine des télécoms, cela plus précisément appliqué au niveau de la technologie USSD. Donc, nous allons voir quels sont les avantages
des chatbots par rapport au USSD et pourquoi est-ce qu'il est pertinent de l'utiliser à la place de cette technologie. Par la suite, nous allons passer par une démonstration d'un cas pratique avec un chatbot qui a été développé ici au sein de Bamtu, avant de passer par explication de quelques détails techniques. D'accord. Donc, nous allons découvrir le chatbot. Le chatbot, c'est quoi exactement? Donc, de façon simple, il faut savoir que un chatbot, c'est juste un programme informatique qui est capable de simuler une conversation. Donc, si vous regardez bien le mot chatbot, vous verrez chat à part qui veut dire ici la conversation et bot pour ici robot. Donc, vous allez ici comprendre que nous allons sous-entendre une certaine automatisation de process, donc par le biais de conversation. Et cette conversation-là peut se faire soit par échange textuel ou par échange vocal. Donc, ce ne sont pas les deux seuls modes d'échange que l'on peut trouver avec les chatbots, mais quand même, ce sont les deux types principaux d'échange. Donc, il y a certains chatbots qui sortent un peu du lot où la conversation se fait par des menus, par des boutons, où ici, l'échange se fait plutôt de manière haptique, plutôt que textuelle. Mais retenez ici que les deux moyens principaux que vous allez retrouver, la plupart des chatbots qui sont actuellement disponibles, le mode d'échange est soit textuel, soit vocal. Vous pouvez également entendre par moment parler d'agents conversationnels. Donc, c'est un synonyme de chatbot. Donc, des fois, on vous parle d'agents conversationnels pour signifier toujours les chatbots. Donc, vous avez un agent qui stipule ici toujours un programme, quelque chose qui est automatisé et conversationnel, donc qui fait une conversation. L'objectif des chatbots, en fait, c'est pour simplifier les processus tout court. Donc, vous avez un service, par exemple, ou bien un certain type d'opération que vous voulez effectuer. Et ces opérations-là peuvent, par exemple, nécessiter des étapes, beaucoup d'étapes à passer avant de passer à l'opération finale. Et ici, le chatbot va venir ici pour vous proposer une meilleure façon de solliciter votre service ou de souscrire à votre service, mais par un mode par une voie ici qui est beaucoup plus simplifiée. Donc, c'est pourquoi son objectif ici se résume en une phrase. Donc, il faut savoir qu'au début, les chatbots étaient assez basiques, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, c'était assez basique, donc depuis les années 60 avec le fameux chatbot ELISA, où ces chatbots-là avaient, en fait, leur fonctionnement, c'était plus basé sur des règles. C'est-à-dire que nous allons mettre en place un certain nombre de règles derrière qui dit que, par exemple, si vous avez ça, faites ça, si vous avez ça, etc. Vous voyez que déjà, c'est assez fastidieux à développer et surtout à maintenir. Et ces chatbots-là, en fait, pour pouvoir comprendre le message de l'utilisateur, il se basait surtout sur les mots-clés. Donc, il regarde le message de l'utilisateur, il essaie d'identifier certains mots-clés sur lesquels il va se baser pour pouvoir essayer de deviner en fait ce que l'utilisateur essaie de dire pour pouvoir savoir en fait quelle opération il cherche à effectuer. Et pour répondre, en fait, il n'y avait pas, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait une certaine intelligence. Il se contentait juste de puiser dans une base de données, regarder voilà, selon les règles appliquées. Mais maintenant, avec la montée en puissance avec la montée en puissance des capacités de calcul, donc aujourd'hui, vous pouvez voir que les chatbots actuellement peuvent utiliser des techniques beaucoup plus avancées pour détecter des schémas beaucoup plus complexes du langage humain et ne plus se contenter uniquement des mots-clés, mais aller jusqu'à essayer en fait de comprendre le sens du message de l'utilisateur. Donc, c'est actuellement là où nous en sommes avec les chatbots et avec l'intelligence artificielle notamment. Donc, les chatbots sont capables d'utiliser des processus d'analyse assez avancés du langage et arrivent même à tenir en compte en fait du contexte du message de l'utilisateur pour pouvoir toujours comprendre ce que l'utilisateur veut dire avec plus de précision. Donc, c'est un peu ça avec les chatbots. Et vous pouvez voir aujourd'hui sur Internet, les chatbots sont de plus en plus utilisés, donc, notamment dans la gestion de la relation client. C'est un domaine dans lequel les chatbots sont très utilisés. Ils sont la plupart du temps déployés sur des plateformes de messagerie. Donc aujourd'hui, si vous regardez des plateformes de messagerie comme
comme Slack par exemple, ou WhatsApp, ou même dans les réseaux sociaux comme Facebook. Donc aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux proposent des chatbots. Donc si vous regardez par exemple le cas de Facebook, il y a le chatbot Messenger que vous pouvez trouver là-bas. Donc les chatbots sont assez utiles donc, pour différents types de use cases. Donc il n'y a pas que, que la gestion de la relation client. Donc, ils peuvent assurer certains besoins ponctuels des utilisateurs, comme par exemple s'informer sur des actualités sur un sujet donné. Donc, vous pouvez avoir un chatbot qui est là. Donc, au lieu de rester là, par exemple, à chercher des sites dédiés à tel ou tel domaine, par exemple, vous pouvez juste venir sur le chatbot et lui dire, par exemple, moi, je suis intéressé par tel domaine ou tel domaine et j'aimerais avoir telle information. Et le chatbot sera en mesure d'interroger ou de faire les process nécessaires pour pouvoir donner l'information que vous voulez. Vous pouvez réserver un moyen de transport ou un hébergement. Si vous regardez la SNCF, par exemple, compagnie ferroviaire en France, donc eux, ils disposent par exemple d'un chatbot qui est là. Vous pouvez acheter des billets de train, tout ça. Avec ça, il y a des hôtels qui proposent des chatbots pour pouvoir réserver une chambre, etc. Vous pouvez l'utiliser pour commander un repas, rechercher un produit. Donc, les champs d'application sont quasiment infinis. Sont quasiment infinis aujourd'hui avec les chatbots. Et son autre avantage, c'est que son développement maintenant est corrélé à celui de l'intelligence artificielle. Vu que maintenant, les chatbots n'utilisent plus les systèmes de règles, comme je l'expliquais tantôt, ils sont plutôt basés sur l'IA. Et aujourd'hui, à terme, ces chatbots peuvent même aller jusqu'à se substituer aux applications mobiles en proposant ici un mode d'utilisation qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Donc, ils peuvent se substituer aux applications, mais également à la technologie USSD dont on va parler ici. Donc, la technologie USSD, c'est quoi? Donc, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Comme Moustapha l'a si bien dit tantôt, je pense que la première chose qui choque avec cette technologie, c'est le fait que chaque service qui est proposé sur cette technologie-là est associé à un code. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à un service USSD sans passer par le code associé. Donc c'est la première des choses. Et ici, j'ai fait un peu un tour sur le site d'Orange où j'ai récupéré quelques codes USSD. Et je suis à peu près sûr que parmi le public qui regarde, je pense que chacun a au moins une puce d'Orange. Et j'en mettrai ma main à couper qu'il y a ici des codes que vous n'avez tout simplement jamais vus. Et c'est parfaitement normal. Il y en a énormément. Donc, si vous regardez bien, j'ai même mis un gros, etc. en bas. Il y a beaucoup de codes ici. Et la conséquence directe de ça, c'est que l'opérateur risque de déployer des services que les utilisateurs ne vont jamais utiliser. Donc ça, c'est la conséquence directe parce que comme Moustapha l'a mentionné tout à l'heure, on ne peut tout simplement pas retenir tous ces codes. Et des fois même, on peut connaître le code, mais sans savoir à quel service ça correspond. Donc ça, déjà, c'est un premier désavantage. Donc, mais l'USSD, c'est quoi exactement? Donc l'USSD, il faut savoir que c'est une fonctionnalité des réseaux téléphoniques. Donc l'USSD a été là depuis les premières générations de réseaux GSM, 2G, 3G, 2G, GSM 2G, et dans les réseaux plus modernes comme les réseaux 3G et 4G. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Donc, lorsque vous tapez un code ici, comme le étoile 213 dièse, en fait, il y a une connexion qui est établie entre votre mobile et le réseau de l'opérateur. Cette connexion-là, en fait, c'est une connexion en temps réel. Et lorsque cette connexion est établie, l'opérateur vous alloue une session, une durée de session. Et c'est pendant cette durée de session-là que vous allez pouvoir échanger de l'information entre vous et l'opérateur. Donc, vous allez pouvoir envoyer, mais également recevoir de l'information de l'opérateur. Et ici, la principale différence de cette technologie-là avec le SMS, c'est quoi? C'est que l'ensemble des données qui sont disponibles durant l'utilisation du service ne sont disponibles que durant la session. Donc, à la fin de la session, toutes les données sont perdues. Alors qu'avec le SMS, par exemple, les données sont stockées. Mais ici, le gros avantage en fait de l'USSD, c'est que ça permet à n'importe quel abonné d'avoir un accès à des services digitaux. Donc, quel que soit son mobile, surtout ce dernier point-là, quel que soit son mobile, parce que ça, c'est l'une des raisons principales qui fait que c'est une technologie qui est très répandue dans le monde, mais encore plus en Afrique. Parce qu'ici, on retrouve des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les téléphones de dernière génération, les smartphones, etc.
Et avec un téléphone simple, donc, ils auront la possibilité d'accéder aux services digitaux que leur opérateur leur propose. Et c'est par ce biais-là que les opérateurs ont proposé des services comme le rechargement de crédit téléphonique, les paiements de factures, les transferts de crédit, etc. Et les services se complexifient de plus en plus parce que maintenant, on a même des banques mobiles qui sont carrément axées sur cette technologie-là, l'USSD. Donc, quels sont les avantages un peu par rapport à l'USSD? Donc, déjà, il n'y aura pas de code à retenir. Donc, tout à l'heure, on a montré une myriade de codes que l'USSD nous propose. Donc, l'USSD a été jusque-là une technologie qui a pu faire l'affaire, qui a été une solution convenable aux opérateurs. Mais vous voyez que plus il y a de services et plus le problème des codes se propose. Donc, le premier avantage ici avec les chatbots, c'est qu'il n'y a pas de code à retenir. Ensuite, il n'y a pas de limite de durée de session. Donc, imaginez, aujourd'hui, vous faites des opérations complexes. Donc, ne prenons pas l'exemple des banques mobiles. Si nous nous limitons simplement au paiement de facture, donc, vous aurez ici l'accès à des menus interactifs. Donc, si vous regardez bien, lorsque vous tapez un code, donc, il y a un menu contextuel qui s'affiche. Et c'est à travers ces menus-là que vous allez inscrire des informations, mais c'est également à travers ces menus que vous allez voir s'afficher les informations de l'opérateur. Et ici, si le nombre en fait, d'étapes à passer est trop élevé, par exemple, et que vous mettez du temps à répondre, la session peut s'estomper et vous perdez en fait toutes les opérations que vous aviez faites. Donc ça également, c'est une conséquence qu'on ne retrouve pas avec les chatbots. Ici également, on a une interface unique pour toutes les opérations, donc il n'y aura pas de menu contextuel. Vous n'aurez pas à passer de menu à menu pour réaliser votre tâche. Il y a également un meilleur contrôle de saisie. Donc, je ne sais pas si vous avez eu à tester des fois. Ici, donc, les contrôles de saisie, c'est quand, en fait, le menu vous demande de taper une certaine type d'information particulière. Par exemple, quand ils vous disent taper 1 pour faire ça, taper 2, taper 3, vous venez, vous tapez 150, ou bien vous tapez 1 million. Donc, en fait, l'opération derrière doit être en mesure de vérifier d'abord si l'information de l'utilisateur est bien conforme à ce qu'on demande avant de pouvoir traiter l'information. Donc ici, il y a un certain contrôle de saisie qui est disponible au niveau de l'USSD. Mais si vous testez, par exemple, quand on vous demande d'entrer des chiffres et que vous entrez des lettres, vous verrez que vous êtes quand même dirigé vers des menus et vous ne savez pas c'est quel menu exactement. Donc ici, on peut assurer une meilleure contrôle de saisie avec les chatbots et les faire à différents niveaux, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et vous avez également la possibilité d'intégrer, de déployer votre chatbot sur sur multiples canaux. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que les chatbots sont de plus en plus présents sur des plateformes comme Messenger, comme WhatsApp, etc. Donc, c'est un peu ça l'avantage des chatbots. Vous pouvez les déployer un peu partout et ainsi pouvoir atteindre un nombre plus important de cibles. Et il y a également un dernier point et non des moindres, c'est l'intégration de la voix. Donc aujourd'hui, si on regarde bien la fracture numérique que subit l'Afrique, c'est surtout dû au fait qu'il y a une forte partie de la population qui sont non lettrés. Et s'ils ne sont pas capables de lire les informations qui sont affichées à l'écran, eh bien, ils ne pourront tout simplement pas utiliser le service. Donc là, avec un chatbot, par exemple, ils auront la possibilité d'utiliser la voix comme ils sont déjà habitués, par exemple, à envoyer des vocaux WhatsApp. Ils pourront tout simplement utiliser ce même procédé-là pour pouvoir utiliser les services et échanger avec leur opérateur. Donc ça, c'est quelques avantages qu'on a eu à identifier. Donc si vous en avez identifié d'autres, vous pouvez les proposer dans le chat aussi. Ce serait pertinent d'échanger là-dessus. Donc là, on va passer à une démonstration d'un cas pratique. Donc, un chatbot qu'on a eu à développer au sein de Bantu. Donc, ce chatbot-là, on l'a appelé Telcobot hein, pour télécommunication et bot. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un chatbot, en fait, ça permet de simuler une conversation. Donc, vous allez discuter et échanger avec lui comme si vous étiez en train, en fait, de discuter avec une vraie personne. Donc là, il vous dit, bonjour, je suis votre assistant, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez commencer par lui dire, par exemple, je veux consulter mon solde, par exemple. Je veux consulter mon solde. Et là aussi, la première chose que vous aurez remarqué également, c'est qu'il n'y a pas les codes, en fait. On n'a pas besoin, en fait, de dire, non, je vais taper
tel code ou tel code pouvoir dire. Donc là, par exemple, le chatbot nous a répondu avec un vocal. Il reste 10 950 francs CFA dans votre compte. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le yo, donc, mais il nous dit. Il reste 10 950 francs CFA dans votre compte. Donc, il dit qu'il nous Oui, on reste a entendu. 10 000, Hein. donc, il dit qu'il reste 10 900 francs dans notre compte. Donc là également, vous aurez vu que c'est deux moyens différents en fait de pouvoir communiquer avec le chatbot. Donc là, il nous dit que notre crédit, c'est 10 950. C'est la même chose qu'il nous a dit ici. Et là, il nous montre même ce qu'il est capable de faire. Donc, il nous dit qu'il peut nous aider à consulter notre solde de crédit, à consulter notre solde de free money, à acheter, transférer du crédit, etc. Bon, bah tiens, comme il nous reste 10 950, bon, on va faire quoi? On va acheter du crédit, par exemple. Acheter du crédit. Bon, même si on en a beaucoup quand même, donc il nous dit combien est-ce que vous souhaitez en acheter. Bon, on a déjà beaucoup de crédit, on ne va pas en acheter beaucoup. On va dire par exemple 100 francs de crédit. Donc là, il nous dit achat effectué. Donc là, on peut revenir pour vérifier ce qui nous reste comme crédit. Donc, on va voir ce qui nous reste comme crédit. Donc voilà, donc là, il nous dit qu'il nous reste par exemple 11 100 de crédit. Donc on va s'arrêter un peu et regarder parmi les tâches, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. On voit bien ici qu'on peut acheter, transférer du crédit. Donc là, on peut essayer par exemple de transférer du crédit. Donc là également, on n'est pas obligé aussi de lui dire par exemple acheter du crédit et d'attendre qu'il nous demande combien de crédit on va acheter. On peut directement venir et dire par exemple, je vais acheter 500 francs. 500 francs de crédit. Okay. Donc, je fais une faute ici avec le ED, mais normalement, il doit être aussi capable de gérer les fautes orthographiques jusqu'à un certain niveau. Donc, voir par exemple. Donc ici, si vous remarquez bien, je change en fait les façons dont j'exprime en fait mon besoin. Donc vous voyez ici que je lui ai dit ici consulter mon solde, voir ce qui me reste comme crédit, voir solde de crédit. Et à chaque fois, il est capable en fait de savoir que cette opération-là correspond bien à une opération de consultation de crédit, etc. Donc ça aussi, c'est une autre avantage. Donc ici, par exemple, si je lui dis par exemple que je vais acheter un pass Internet, mais supposons par exemple on ne connaît pas les passes Internet qui sont disponibles, les passes Internet qui ne sont possibles d'acheter. Donc je peux lui dire que par exemple je veux voir les passes disponibles par exemple. Voir les passes disponibles. Ah, bon, des fois le chatbot. Bon, donc je vais regarder aussi ce que je peux faire. Consulter le solde de votre passe Internet. Ah, je peux aussi consulter le solde de passe Internet. Okay, donc je vois ici que le solde de mon pass volume, il me reste 21 400 mégas et 210 minutes sur mon pass durée. On va réessayer encore pour voir les passes disponibles. J'espère que cette fois-ci, voir les passes. Cette fois-ci, il va répondre correctement. Donc voilà, cette fois-ci, ça passe. Donc nous voyons ici que nous avons certains passes que l'on peut acheter avec les prix associés. Donc, nous pouvons essayer avec le pass de 3 Go. Donc, comme je l'ai testé tout à l'heure, je ne suis pas obligé, par exemple, de lui dire je vais acheter un pass et attendre qu'il me demande le pass. Donc, je peux directement venir lui dire que je veux acheter un pass de 3 Go.
peu de temps, voilà, on passe 3 gigas, valable un jour, activé avec succès. OK. Donc, on peut lui redemander ce qu'il sait faire. Donc, tout à l'heure, comment est-ce qu'on lui a demandé ça? On lui dit, donc, il nous l'a montré directement. Donc, on peut essayer de recharger une carte de crédit, par exemple. Donc, j'avais réservé ici quelques numéros que j'avais pu enregistrer. Ça, je pense que c'est une carte de 1000 francs. Donc, je peux lui dire recharger crédit par carte. Recharger crédit par carte. Donnez-moi le code de recharge. Bon, là, on va essayer de changer un peu ici. Vérifier un peu le contrôle de saisie. Donc, vous voyez, on dit que code de recharge non valide. Donc, quel est le code de recharge? Donc là, je peux lui donner mon code. Donc là, il nous dit carte de 1000 francs rechargée avec succès. Donc, si on essaie de recharger la carte, donc on va essayer de recharger la même carte donc, pour vérifier. Donc ça, il nous dit que cette carte-là a déjà été utilisée. Donc, OK, donc ça, ce sont des cartes factices. Donc, on va essayer de payer une facture. Alors là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû mettre des fausses cartes, mais de mettre de vraies factures. Comme ça, s'il y a parmi vous certains qui seraient intéressés pour tester, ils vont tester ma facture. Comme ça, ils vont payer ça à ma place. Je pense que ça aurait été mieux. Essayer de payer facture. Donc, OK, quel type de facture on souhaite régler? Donc là, il nous propose certains types de factures, Senelec, Woyofone, Canal+. Et aussi, le chatbot, en fait, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de développer certains types d'opérations. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, au Sénégal, on sait que communément, les gens préfèrent dire facture courante. Donc, au lieu de dire facture Senelec, donc normalement, si vous dites facture courant ou bien facture CNO, si vous dites par exemple facture eau, par exemple, le chatbot devrait pouvoir réagir. Donc là, il n'a pas réagi. On va essayer. On va essayer. Donc normalement, si vous indiquez par exemple un type de facture donc courant, donc là normalement il a pris en compte quand il a répondu bizarrement. Entrez la référence de la facture. Donc, il doit pouvoir en fait savoir que courant ici correspond à la facture Senelec et que eau correspond à la facture, à cette facture-là. On va entrer un numéro de téléphone. Choisir ici un numéro que j'avais généré. Donc, je vais prendre ici un numéro que j'avais généré aléatoirement. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, facture réglée avec succès. Le montant de la facture est de 25 000 francs. Donc ici, normalement, le chatbot doit puiser dans le sol. Est-ce qu'on a consulté notre sol free money? Non, on n'a pas consulté notre sol free money. Donc normalement, il doit puiser en fait le montant à payer dans le sol free money. Donc vous voyez bien que ce mode d'interaction est beaucoup plus intuitif. Beaucoup plus fluide. Donc, on n'a pas de tous ces codes-là. Donc, tout est regroupé en fait dans une interface unique dans laquelle en fait vous pouvez chatter, en fait, converser avec le chatbot tout en bénéficiant des services que vous avez. Je pense qu'ici, on peut faire le tour. On a fait le tour. Bon, peut-être on n'a pas encore testé le transfert de crédit. On va essayer. On va finir par ça. Transfert. Essayer de transférer du crédit. Vous voulez transférer combien de crédits? Je vais transférer 1000 francs.
c'est quel est le numéro? Moi, j'avais enregistré un numéro facile à retenir. 1, 2, 2, 2 et 3, 3. Voilà. Donc, voilà. Bon. Je pense que nous avons fait le tour. Donc, on peut bien le remercier. Puis, oui, bien, ciao. Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour avec, avec le chatbot. Donc voilà, vous voyez bien l'idée. En fait, donc ici, on propose en fait une alternative. Voilà, c'est plus le mot, une alternative à la technologie USSD par le biais de l'utilisation d'un chatbot. Donc, si on explique un tout petit peu qu'est-ce qui se passe derrière, comment est-ce que le chatbot s'y prend pour pouvoir traiter les messages de l'utilisateur et proposer une réponse appropriée. Donc, ici, le mécanisme de réponse, il est assez simple. Donc, vous voyez ici l'interface de chat. Désolé. Donc, vous voyez ici l'interface de chat. Donc, l'utilisateur commence par envoyer un message depuis son interface de chat qui peut être WhatsApp, Telegram ou autre. Et le message ici est reçu puis traité en fait par un premier composant, le composant NLU. NLU signifie Natural Language Understanding, donc on va y revenir tout à l'heure parce que c'est le composant le plus important ici de l'architecture. Donc en ce moment, vous voyez un peu le NLU, le composant NLU comme un interpréteur. Donc les messages qui arrivent ici au NLU sont traités, puis transformés ici en une structure de données particulière dans laquelle on retrouve l'intention et l'entité, et les entités qui se trouvent dans le message. Donc, l'intention du message, c'est quoi? Donc, en fait, l'intention ici, c'est l'objectif qui est derrière la formulation du message. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai exprimé mes besoins de diverses façons différentes. Donc, uniquement pour consulter le solde, je suis venu dire que je veux consulter mon solde. Je suis revenu une autre fois pour dire je veux voir ce qui me reste comme crédit. Et je suis revenu une autre fois pour dire voir mon solde. Donc, vous voyez que tous ces messages-là sont exprimés d'une façon différente, mais veulent dire tous la même chose en fait, ont tous une même intention. Et l'intention-là, c'est la consultation de solde. Donc, c'est ça que le composant il fait. Il essaie, peu importe en fait comment est-ce que l'objectif ou l'intention est structurée, il va essayer en fait de pouvoir détecter cette intention-là. Et les entités, ce sont les informations qui sont associées au message de l'utilisateur. Si je viens et que je dis, par exemple, je vais acheter 500 francs de crédit, je sais que l'intention, c'est l'achat de crédit, mais que ici, l'entité, c'est 500 francs. Donc, c'est la donnée qui est associée à l'intention. Puis, une fois ces deux informations principales extraites, donc, elles sont passées au niveau du tracker. Ici, le tracker, c'est l'objet qui permet d'assurer le suivi de l'état de la conversation. Donc, lui, il permet de détecter qu'un nouveau message est arrivé. Et il va pouvoir déterminer à quel moment envoyer une requête API vers un opérateur ou une structure externe. Donc, ici, API, ça signifie Application Programming Interface. Donc, interface de programmation applicative. Donc, de façon simple, une API ici, vous pouvez juste le voir comme un logiciel qui fournit des services à un autre logiciel. Donc, vous savez que les opérations que l'on vient de faire, consulter solde, achat de crédit, etc., ce sont des opérations que nous-mêmes, nous ne pouvons pas traiter parce que nous ne détenons pas les informations de l'abonné. Il n'y a que l'opérateur qui les détient. Si c'est par exemple Orange, il n'y a que l'opérateur qui peut effectuer ce genre d'opération-là. Donc, le chatbot doit ici être en mesure de dire, bah, tiens, il y a tel numéro qui souhaite consulter son solde, par exemple. Il doit pouvoir demander ça à l'opérateur Orange. Et Orange dit, bah, voilà le solde qui est associé au numéro que vous avez envoyé. Et c'est ça un peu ce que le chatbot fait à travers une API. Et ici, une fois le tracker a enregistré ici l'état de la conversation, en fait, il le passe à la politique de réponse. Donc, la politique de réponse va permettre de déterminer l'action à entreprendre par la suite. Donc, c'est l'action par la suite et pas la réponse. Donc, on va voir un peu la nuance entre les deux. Il va définir en fait, quelle action entreprendre par la suite. Et une fois cette action-là choisie, en fait, cette action résultante-là est enregistrée au niveau du tracker. Donc, ça permet au tracker en fait, de toujours assurer le suivi de la conversation. Puis, enfin, une réponse est générée. C'est ça. Maintenant, si on revient ici au niveau du composant NLU, vous voyez ici qu'il se trouve à l'entrée de la structure, ce qui fait que les messages en fait, de l'utilisateur qui arrivent au composant de NLU sont traités en fait par un ensemble de sous-composants. Ce sont des composants dans des composants. Et ces sous-composants-là en fait, vont être exécutés les uns à la suite des autres dans un ensemble de traitements qu'on appelle le pipeline.
Donc, si vous entendez parler de pipeline, dites-vous que c'est juste un ensemble de composants qui s'exécutent les uns à la suite des autres pour effectuer des traitements bien définis. Et ici, un pipeline élu est composé de quatre types de quatre composants principaux, donc de quatre étapes de traitement principales. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est la tokenisation. Donc, ici, en fait, lorsqu'on développe un chatbot, en fait, le choix du pipeline, il est très important parce que c'est ce qui nous permet de personnaliser le modèle d'apprentissage et de l'affiner sur le jeu de données. Donc, ça qui te permet en fait d'affiner ton modèle sur le jeu de données. La première étape en général, c'est la tokenisation. Donc, la tokenisation, c'est quoi? En fait, c'est une opération qui permet de découper un morceau de texte en unités plus petites qu'on appelle des tokens, donc des jetons. Et ces jetons-là peuvent soit être des mots, soit être des lettres ou être des sous-mots que vous allez composer vous-même. Donc, ce qui fait qu'on va passer d'une chaîne de caractères, donc un texte, à un vecteur qui va contenir en fait les différents jetons. Et ce vecteur-là, en fait, nous allons passer par une étape de futurisation, c'est-à-dire que nous allons convertir ce vecteur-là de texte en un vecteur numérique. Parce que les modèles de machine learning, ou bien même votre ordinateur de façon générale, en fait, il ne reconnaît pas le texte. Donc, lui, il ne sait traiter que du nombre. Donc, ce qui fait qu'en général, on a toujours besoin de faire une opération qui permet de passer d'un texte au nombre. Donc, pour ce cas précis-là, l'opération qui permet de passer des vecteurs de jetons de mots à un vecteur de nombre représentatif, c'est le futurisation. Et le mot représentatif ici est très important parce que lors de ce processus de transformation-là, on a besoin de capturer certaines informations. Donc, vous, selon le use case que vous allez faire, donc selon par exemple le type de chatbot que vous allez faire, donc il y a des informations plus pertinentes que d'autres. Donc, par exemple, pour ce cas-ci, par exemple, on peut se dire, bien, on va choisir par exemple un lexical futurization. Donc, un futurization qui va se baser en fait sur les informations lexicales. Parce que sûrement, on a besoin de savoir si tel mot commence par un majuscule pour pouvoir dire que par exemple c'est un sujet, ou si par exemple un mot possède un préfixe ou un suffixe. Donc, ça dépend des informations que vous allez capturer. Et en fonction du type d'information que vous souhaitez capturer, vous allez choisir le type de futurisation qui est approprié. Donc, ensuite, il y a la reconnaissance d'entité et la classification d'intention. Donc, la reconnaissance d'entité, c'est quoi? Donc, lui aussi, c'est une méthode, donc c'est un sous-composant. Donc, et ça permet en fait de repérer et de catégoriser les mots-clés dans le texte. Donc, lorsque par exemple, je dis, je suis en face d'un chatbot, par exemple, de réservation de voiture, je peux venir dire, je veux réserver un Toyota RAV4. Et c'est le composant reconnaissance d'entité qui va permettre de localiser déjà RAV4 dans le texte, Toyota RAV4 dans le texte, pour dire, enfin, Toyota RAV4, en fait, c'est une voiture. Le fait de catégoriser Toyota RAV4 comme une voiture et de localiser Toyota RAV4 dans le texte, c'est ça la reconnaissance d'entité. Et la classification d'intention maintenant permet d'associer le message de l'utilisateur à l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, je peux venir dire, bien, on garde le même exemple de je veux réserver un Toyota RAV4. Donc, c'est le modèle de classification d'intention qui va dire, ah bien, ça correspond à une location de véhicule, ça correspond à un achat de véhicule. Et ici, la sélection des réponses. Donc, comme je l'ai effleuré tout à l'heure, en fait, tout à l'heure, on a parlé de politique de réponse. Donc, je devais peut-être mettre politique tout court pour éviter l'amalgame. Mais la politique de réponse, ça permet de choisir l'action à entreprendre. Et la sélection de réponses, en fait, c'est elle qui dit quelle réponse exactement choisir parmi les réponses candidates. Donc, il y a différents types de chatbots. Il y a des chatbots qui sont capables de générer des réponses from scratch, donc qui disposent d'un vocabulaire. Donc, ça, ce sont des chatbots beaucoup plus avancés. Mais les types de chatbots que l'on voit le plus, ce sont des chatbots qui disposent d'une base de réponse. Et ici, nous avons juste un modèle de sélection de réponses. Donc, ça peut être un réseau de neurones. Dans notre cas, c'est un réseau de neurones. Et ici, le réseau neuronal est entraîné en fait sur des exemples qui lui permet, en fonction du contexte, en fonction du message utilisateur, de pouvoir dire, bah, tiens, telle réponse est plus pertinente que d'autres en fonction du contexte. Donc, voilà là les quatre étapes principales de traitement du chatbot du modèle NLP. Donc, en ce qui concerne les technologies utilisées, bon, on va faire vite aussi parce que le temps presse. Ici, si vous regardez bien, c'est Tulio. Bon, ceux qui connaissent Tulio reconnaîtront. Donc, Tulio, en fait, ça permet juste d'établir la passerelle entre le réseau informatique, Internet et les réseaux de télécommunications. Donc, c'est lui qui joue le passerelle pour pouvoir transmettre les messages depuis WhatsApp vers le chatbot. Donc, le chatbot ici, il est développé avec Rasa. Donc, Rasa, c'est un framework de développement de chatbot.
excusez-moi. Et notre modèle NLU, en fait, est basé sur TensorFlow. Donc, TensorFlow, c'est un modèle c'est un framework d'apprentissage automatique qui est développé par Google, qui vous permet de mettre en place un modèle de deep learning, machine learning, très simplement. Scikit-learn, c'est un modèle, c'est une librairie de machine learning aussi, développée par l'INRIA. Et Spacy, lui, il est spécialisé en fait dans le traitement de textes avancés. Donc, ça nous permet d'avoir ici des fonctions, de nouvelles opérations plus avancées afin de pouvoir traiter du texte dans plusieurs langages différents. Et le Rasa Core ici, c'est le moteur de dialogue en fait. C'est dans cette partie-là qu'il y a le tracker, c'est là où on va gérer la logique de la conversation. Et ici, en fait, on a un simulateur d'opérateurs. Donc, tout à l'heure, quand j'expliquais un peu le modèle de réponse, vous aurez vu que les opérations doivent être externalisées. Enfin, pas externalisées, mais nous devons solliciter l'opérateur pour pouvoir les effectuer. Mais étant donné qu'actuellement, les opérateurs n'en proposent pas, ne proposent pas d'API, on en a conçu en interne ici pour pouvoir simuler ces opérations-là. Et c'est un framework qui s'applique. Je vais faire avec le temps. Donc voilà. Donc, on est arrivé à la fin de la présentation. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez des questions et des contributions, vous pouvez les poser en bas. Donc, je vous ferai un plaisir d'y répondre, moi ou Moustapha. Donc, merci beaucoup. Merci Dergen, merci beaucoup. On va passer à la phase de questions-réponses. Je pense que tu peux directement les voir. Il y en a une de M. Laurent Fuyé, donc sur la tour de pénétration. Donc, je vous envoie quelques liens. Bon, et de l'ordre de 65% d'après ce que j'ai pu voir de la pénétration mobile, sachant que quand même le trafic international représente plus de 90% du trafic. Donc, sur le nombre de personnes qui interagissent avec ce chatbot, là, ça vient juste de sortir du four. Hein, donc, on est en train de... on est ouvert donc, pour les opérateurs qui vont être intéressés. Donc, on va passer à la phase de commercialisation très, très bientôt. Dergen, alors, donc les réponses par ordre. Ce système prend-il en compte les populations qui n'ont la possibilité de s'approprier un téléphone Android? Merci. Dergen, ton micro est coupé. Désolé. Donc, merci beaucoup, Idriss Tonji. Donc, ce système prend-il en compte les populations qui n'ont pas la possibilité de s'approprier? Non, pas pour le moment. Donc, actuellement, le chatbot n'est disponible que sur WhatsApp. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui peut être déployé sur plusieurs canaux. Donc, aujourd'hui, on peut s'imaginer, par exemple, déployer ce service-là sur le canal SMS, par exemple. Et les gens pourront y accéder via SMS. Mais vous verrez tout de suite que c'est un use case qui n'est pas vraiment pertinent parce que les codes USSD, les services USSD étaient déjà accessibles gratuitement. Donc, si vous utilisez SMS, il va falloir prendre en compte les coûts SMS. Donc, pour le moment, ce système ne prend pas en compte cette marge de la population-là. Mais aujourd'hui, avec... Pour compléter, hein, comme tu l'as dit, hein, donc on a le moteur derrière de chatbot. Après, on peut l'exposer sur différents canaux. Donc, on peut très bien imaginer, par exemple, d'autres canaux digitaux, mais également, on peut imaginer également le brancher sur un serveur vocal et que les gens appellent et puis interagissent avec le chatbot avec de la voix. Surtout pour ceux qui ont eu la chance de participer au talk de ce matin, il y a quelques heures de l'équipe sur nos travaux sur le Wolof. Donc, on a le moteur. Maintenant, comment est ce moteur-là et sur quel canal on le déploie, ça, c'est des choses qui sont parfaitement adaptables. Donc, aujourd'hui, pour le besoin du MVP, donc on est parti sur WhatsApp. Maintenant, lorsque la personne l'installe à WhatsApp sur Android ou iOS ou autre, oui, ça va fonctionner.
Exactement. Prochaine question de Maria Mandrame. Comment le bot pourrait savoir le numéro du user si il est déployé sur notre environnement comme Messenger qui ne fournit pas directement le numéro de téléphone? Diagen, je te laisse répondre. Ok, donc c'est une question pertinente. Donc pour ces cas précis-là, avec par exemple WhatsApp, peut-être le problème ne se pose pas. Mais avec des canaux comme Messenger, par exemple, il va falloir forcément passer par l'opérateur. Donc là, il faudra, par exemple, mettre en place un mécanisme supplémentaire d'authentification. Dire, par exemple, quand l'utilisateur accède au chatbot, le chatbot peut lui demander son numéro. Donc, si vous regardez tout à l'heure, il y a une des opérations où le chatbot a eu à demander le numéro de l'utilisateur. Quand le chatbot demande le numéro, par exemple, il peut envoyer une requête API vers l'opérateur pour dire que, tiens, il y a telle personne qui essaie d'utiliser le service. Et l'opérateur peut envoyer en fait un code sur le téléphone de l'utilisateur. Et le chatbot va juste demander le code. Donc, si l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être, s'il a bien le numéro de téléphone qu'il a entré, donc là, il va pouvoir recevoir le code, le donner au chatbot et le chatbot pourra l'authentifier. Donc, pour des canaux externes comme ça, donc il va falloir passer par des mécanismes d'authentification supplémentaires pour pouvoir assurer une couche de sécurité. Très bien. Merci, Dergen. Donc, réponse toujours de Simon-Pierre Diouf par rapport au sens des sentences, voir solve, consulter solve. Ce sont des questions prédéfinies auxquelles on associe des actions spécifiques lors du training, ou bien le chatbot est en mesure d'évaluer le sens de la phrase que le client veut dire. Ok, donc ça également, c'est une question pertinente. Donc, ici, en fait, ce qu'on a utilisé ici, c'est de l'apprentissage supervisé. Donc, sans trop entrer dans les détails, donc c'est juste que on a ici un modèle. Donc, c'est pas exactement, je dirais, c'est pas exactement des phrases prédéfinies, mais on lui donne des exemples d'apprentissage. Et ici, l'objectif, c'est de permettre au modèle de pouvoir généraliser. Donc, ce qu'on lui donne, c'est pas des messages prédéfinis. Donc, on lui donne un certain nombre de phrases donc, avec les intentions qui sont associées. Donc, c'est ça le principe de l'apprentissage supervisé. Ça veut dire que le jeu de données d'entraînement est composé de paires. Donc, on lui dit que, par exemple, ça, si par exemple, on est en face d'un modèle de classification de chien, par exemple, on lui donne une image de chien pour lui dire que ça, c'est un chien. Une image de chat pour dire que ça, c'est un chat. Pour lui permettre, en fait, que quand il va voir une image qu'il n'a jamais vue, de pouvoir savoir que ça, c'est un chien. Donc ici, c'est à peu près le même principe. C'est exactement d'ailleurs le même principe. On lui donne un ensemble de messages de sentences, donc comme tu as dit, mais qui sert plus d'apprentissage. Maintenant, ça lui permet de pouvoir détecter en fait des patterns qui vont lui permettre de généraliser. Ce qui fait qu'au lieu de s'appuyer sur des mots-clés ou sur des messages prédéfinis, il va plutôt s'appuyer sur les patterns qu'il a appris pour pouvoir savoir que tel message en fait correspond à tel intent. Donc, c'est ça le principe qui est utilisé ici. Merci, Dergen. La prochaine question est de Mortad Diallo. C'est vrai que le nombre de codes SSD est encombrant à tel point de risquer de ne pas déployer ces services avec succès. Mais l'avantage quand même se trouve sur la facilité d'utilisation. En effet, nos populations locales sont pour la plupart même analphabètes et sembleraient donc être mises à l'aise d'apprendre à écrire des codes SSD que d'écrire en plein langage du français, par exemple. De l'autre côté, si les langues locales sont intégrées dans ces chatbots, cela pourrait-il résoudre en partie le problème. Donc, derrière là, je vais commencer et après tu complètes. Oui, effectivement, M. Diallo, comme vous l'avez dit dans la deuxième partie de votre question, donc l'idée c'est d'avoir un chatbot qui est aussi bien textuel que vocal. Donc, vous avez pu assister à des sessions sur le NLP que nous sommes en train de faire. Ce matin, j'ai parlé de convergence technologique. Donc, chez Bamboo, on a des spécialistes du NLP, des spécialistes du learning, de l'OCR et d'autres branches de l'IA et de la data. L'idée après, c'est de regrouper toutes ces expertises-là dans les chatbots que nous allons mettre. Donc, il y aura de la voix, ça c'est sûr, certain. Bon, on a déjà commencé l'intégration. Derrière a montré tout à l'heure un exemple où le chatbot répond avec du vocal. On va intégrer les langues, hein, donc le Wolof et d'autres langues également africaines.
Et on peut très bien imaginer, par exemple, intégrer aussi glossaire. Par exemple, quelqu'un qui a déjà sa carte achetée, qui prend juste une photo de la carte, automatiquement, on récupère pour charger son compte. C'est plus la peine de lui demander d'écrire, de prendre le numéro de carte. Et on trouve là, oui. Donc, au Sénégal, effectivement, il y a 54% de taux d'analphabétisme. Donc, on doit forcément intégrer de la voix dans le chatbot et c'est déjà en cours. Darian, si tu veux compléter. Donc, voilà, exactement. Donc, comme Moustapha l'a si bien dit, donc c'est en perspective. Parce que c'est l'une des choses principales qui feront que le chatbot fera une différence réelle avec les codes USSD. Ce sera l'intégration de la voix, surtout avec la question qui vient après avec les langues locales. Très bien. Alors, une question de M. Simon-Pierre Diouf. Le chatbot est-il en mesure de prendre un audio en input au lieu du texte? Et dans le cas échéant, pourrait-on envisager l'intégration des langues locales? Bon, ça, je pense qu'on a... Oui, Björn, je te laisse peut-être rapidement répondre. On est en train de déborder au niveau du timing. Mais bon, c'est la dernière session de la matinée, donc on peut déborder un peu. Donc, je te laisse répondre derrière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, cette question est liée à la précédente. Parce que si actuellement on a l'intégration du vocal avec les langues locales, comme je le disais, ça permet de pouvoir accéder à cette masse de la population-là qui n'est pas lettrée. Donc ça également, on l'a pris en compte, c'est d'ailleurs actuellement en développement, mais c'est toujours en phase d'expérimentation. Et également les langues locales aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça permet d'utiliser les services à travers les langues locales. Et c'est bien sûr envisageable. Donc, nous on l'a envisagé. Et on est actuellement en train de travailler là-dessus, sur ces use cases-là. Alors, autre question de Edem A. Bonjour, comment est-ce que le telco a la possibilité d'éventuellement de configurer le bot? Y a-t-il un back-office voilà. Alors, les chatbots, ça se trouve sur le marché, hein, certains qui prétendent avoir des chatbots plug and play. Bon, nous, on n'y croit pas trop. Hein. Donc, il y a un travail d'intégration qui va être effectué entre Bam2 et le telco pour lui permettre de configurer le bot. On a quelques génériques qu'on peut adapter. Donc, notamment, par exemple, on a déjà eu faire ce travail-là avec un telco ici au Sénégal, qui est d'intégrer, d'entraîner le modèle avec le FAQ de l'opérateur. Donc, on peut imaginer, quand tous les opérateurs ont également un call center, on peut également imaginer entraîner le robot sur les questions-réponses qui viennent du call center. Tout ça pour aller encore plus loin et avoir des modèles beaucoup plus précis. Et oui, avoir un back-office au-dessus du modèle pour le customiser, ça c'est tout à fait possible. Donc, il y a un travail d'intégration et le support de la part de Bam2 pour avoir un chatbot, un véritable chatbot et pas un chatbot qui mime un peu l'USD comme on a tendance à le voir actuellement. Autre question de Simon Pierre. Au niveau du pipeline, à quel niveau prenez-vous en compte la gestion des erreurs de saisie? Par exemple, nous savons qu'avec la langue SMS, les abréviations sont récurrentes. Derrière, tu peux répondre? Effectivement, donc c'est aussi une question pertinente. Donc, en fait, les erreurs de saisie sont plutôt gérées au niveau de la composante EU. Donc, ici, vous avez la possibilité d'intégrer un composant de correcteur orthographique. Donc, vous pouvez mettre en place un modèle qui, à l'entrée, quand le message va arriver, en fait, d'abord de passer au niveau du correcteur orthographique avant de le passer au reste du modèle. Donc, ça, c'est une façon d'appréhender le problème. Mais vous avez également une autre façon qui est plus une astuce plutôt qu'une méthode. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est d'intégrer vous-même en fait de façon, comment je dire, c'est-à-dire vous faites exprès en fait d'intégrer des fautes orthographiques dans le jeu de données d'entraînement. Donc ça va permettre toujours au modèle de pouvoir les prendre en compte. Donc il y a deux façons de les gérer, mais toutes ces deux façons-là sont gérées au niveau de la composante LLU.
Très bien, merci Dergen. Donc, une question de Hassan. Bonjour, merci pour la présentation. Merci Hassan. Vu que c'est sur WhatsApp, comment est-ce que vous achetez du crédit sans connaître, sans avoir demandé son numéro de téléphone comme vous l'avez fait avec le paiement de facture? Bon, là c'est s'il faut aller vite. Hein, donc, la phase d'authentification, on l'a pas montré, mais effectivement, il y a une phase d'authentification. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un moteur. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on intègre des choses, donc, de la sécurité ad hoc. Comment est-ce que le client va décider à un moment donné pour telle opération, avant de valider la transaction, il faut redemander un code secret. Mais tout ça, ça reste complètement ouvert, hein, c'est flexible. Donc, on peut intégrer de l'authentification, la sécurité à n'importe quelle étape du process. Alors, prochaine question de Cheikh Mahmoud Mbaketiao. Est-ce que vous avez tenu pris en compte les fraudes à la sécurité du chatbot pour diminuer le risque d'attaquer ce dernier? Dergen, je te laisse peut-être dire un mot là-dessus. Donc, pour le moment, on est plus au stade de POC, donc on n'est pas allé très loin dans la prise en compte de certains aspects. Mais il faut savoir ici que, par exemple, pour le canal WhatsApp, donc ça propose déjà des mécanismes de chiffrement de bout en bout, donc qui sont déjà pris en compte avec le canal WhatsApp. Et ici, par exemple, avec la sécurité du chat pour diminuer le risque d'attaque. Donc ça dépend vraiment des types d'attaques. Donc le sphère des attaques est très large, donc il va falloir ici déjà faire un état de l'art pour savoir quelles sont les attaques que l'on voit le plus arriver avec WhatsApp et pouvoir les cibler et proposer des mécanismes. Et pour le moment, voilà, on n'est pas parti aussi loin. Alors, pour compléter, hein, donc ça, enfin, pour moi, c'est comme par exemple lorsqu'on utilise un bout de logiciel ou on utilise un outil dans son SI. On peut rajouter une couche de sécurité au-dessus pour aider, pour lutter contre la cybercriminalité, protéger les usagers. Là, vraiment, l'objectif de cette démonstration-là, c'était de montrer le cœur du chatbot, c'est-à-dire le modèle qui permet d'interagir avec l'utilisateur. Après, maintenant, la partie sécurité, on peut vraiment l'adapter et intégrer tout mécanisme à n'importe quelle partie du process. Justement, dans tout, on travaille beaucoup sur les modèles de détection de fraude. Et là aussi, c'est des choses qu'on peut imaginer intégrer dans le chatbot en fonction des demandes d'un client. Alors, M. Medoun Sibibé et Georges Baldé, merci pour la présentation. Le chatbot WhatsApp prend-il en compte l'aspect sécurité par rapport à l'authentification du client? Donc ça, je pense qu'on y a déjà répondu, M. Baldé, si vous êtes d'accord. Hélène A, comment est gérée la sécurité, l'authentification PIN ou autre? Comment gérez-vous la confidentialité des données par rapport à WhatsApp, s'il y a quand même des données sensibles qui circulent? Ça, bon, aussi, je pense qu'on y a répondu en partie. Hein, donc, sur la partie sécurité authentification, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur la partie confidentialité des données, donc, aujourd'hui, les interactions avec le bot donc, sont récupérées et sauvegardées. Bon, ça, un client peut décider de dire non, finalement, on ne sauvegarde rien. Mais l'objectif, en tout cas, pourquoi nous le faisons, c'est pour avoir du contenu pour pouvoir réentraîner le modèle. Je pense que tous ceux qui sont ici sont des férus d'IA, donc on sait qu'un modèle n'est jamais perfectible et qu'il faut l'entraîner assez souvent pour le rendre meilleur de jour en jour. Et donc, bon, après, derrière, comment ces données-là, donc, on peut gérer, assurer la confidentialité, ça, je pense que, bon, il y a beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans tout, on a déjà travaillé avec des sociétés qui sont leaders dans leur domaine, comme JC Deco, et qui sont numéro 1 mondial de tout ce qui est outdoor advertising, pour la SNCF, pour Orange, on travaille avec Orange, on travaille avec Free au Sénégal, donc sur assurer une sécurité et surtout préserver la vie privée des gens.
Ça, on a l'expertise là-dessus. Et dernière question de Madjou Djen. Bonjour, M. Mbaye, merci d'avance pour la belle présentation. Ma question est un peu similaire à celle de Mariama. Je voudrais savoir la performance de votre chatbot en termes de perplexité ou accuracy, vu qu'on peut l'utiliser pour faire des achats ou ventes. Derrière, je te laisse répondre à cette question. Donc, merci Madjou. Donc, ici, il sera difficile de fournir un chiffre comme on fait d'habitude avec les modèles de machine learning, parce qu'ici, il y a plusieurs modèles en fait qui sont utilisés. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas un seul modèle, mais on a un pipeline. Et chaque composant en fait est un modèle qui effectue un certain nombre d'opérations, bien qui effectue une opération bien particulière. Donc, ici, on a un modèle de tokenisation, on a un modèle de futurisation. Donc, on a un modèle ici de classification d'intention, on a un modèle d'extraction d'identité. Donc, c'est tous des modèles qui ont chacun leur propre accuracy. Donc, ici, peut-être une façon d'évaluer le chatbot, étant donné que c'est un task-oriented chatbot, donc un chatbot orienté tâche. Je pense qu'une façon pertinente ici d'évaluer le chatbot, c'est sa capacité à traiter les opérations de l'utilisateur. Donc, ici, par exemple, nous pouvons considérer le ratio du nombre d'opérations qui ont été traitées avec succès sur le nombre d'opérations qui n'ont pas été bien traitées. Et voilà, et là-dessus également, bon, je ne pense pas que j'ai eu à faire des tests sur ce point-là. Voilà, mais je pense que ça serait une façon qui est beaucoup plus pertinente, plutôt que d'avoir un nombre. Effectivement, et puis bon, là aussi, ça va rentrer après dans tout ce qui est satisfaction client. Hein. Donc, comme par exemple, WhatsApp le fait déjà. Lorsqu'on finit un call, il nous demande si, de noter l'appel. Bon, on peut imaginer ce genre de choses, ou bien de temps en temps, le chatbot qui pose des questions à l'utilisateur pour aussi avoir ce taux-là. Donc, au moins, on a un retour en plus des métriques classiques qu'on a sur des modèles d'IA. Très bien, je pense qu'on a fait le tour, si je ne me trompe. Alors, comment héberger? Bon, on a une autre question qui arrive de Laurent. Comment hébergez-vous votre bot? Alors, les deux modes, enfin, Bamto, en général, tout ce qu'on propose, on le fait sous deux formats. Soit en mode SaaS, donc sur les différents clouds sur lesquels nous sommes. Hein, on est partenaire des 3 fournisseurs de cloud, à savoir AWS, Azure et Google, ouais. Et là, bientôt d'ailleurs Oracle. Donc, et puis aussi, on peut, si le client désire, héberger, déployer le modèle en on-prem sur ces infras. Est-ce que vous avez eu à utiliser plusieurs actions? Monsieur Hassan, la question n'est pas claire. Quel serait le temps de déploiement en production pour un SFD? Qui fournit le numéro WhatsApp de l'entreprise? Bon, pour le temps de déploiement, donc ça, c'est comment dire, ça peut aller très vite. Hein. Ça dépendra vraiment du niveau de personnalisation que l'entreprise souhaite avoir. Mais aujourd'hui, on a vraiment un MVP qui peut être déployé et puis être amélioré, donc au jour le jour. On est vraiment dans une logique agile en général lorsqu'on travaille avec nos partenaires. Désolé, je vais un peu vite là parce que le temps on a beaucoup dépassé. Pour le numéro de WhatsApp de l'entreprise, donc oui, on se déploie vraiment sur le compte WhatsApp du client. Avec la CDP, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Je tombe sur scène, non. Bon, si on fait les bonnes déclarations qu'il faut, et puis donner les garanties que les données donc sont bien protégées, non, on n'aura pas beaucoup on n'aura pas beaucoup de soucis. D'ailleurs, je vous invite à la session, à la table ronde qui va clôturer la journée. Ce sera à 17h GMT. On aura la CDP pour vous dire qu'on n'a pas de problème avec eux.
qui seront là. Au contraire, enfin, je milite beaucoup pour une CDT beaucoup plus forte. Donc, on a besoin que l'autorité régule ce domaine-là, aussi bien au niveau des données que des algorithmes. Ouais, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc, Dergen, félicitations, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a beaucoup apprécié la présentation. Merci à tous pour votre participation. Et on est ouvert, donc vous pouvez nous contacter dexma-bamtou commercial@bamtou.com sur le site, et on se fera un plaisir de venir discuter individuellement avec vous et déployer ce chatbot-là et d'autres technologies également sur lesquelles nous travaillons en interne. On va faire une pause jusqu'à 15h. La matinée a été très, très riche, on va dire. Je suis certain que l'après-midi le sera beaucoup plus, où cette fois-ci, on a vraiment les partenaires qui vont beaucoup intervenir, Cloudera, Snowflake, nos amis d'Agile DSS, et puis finir en beauté avec la table ronde. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit à toutes ces sessions-là, c'est pas trop tard. Allez sur le site de Bamtou, dans événements, vous allez pouvoir vous inscrire. Et puis, bien sûr, d'ici quelques jours, toutes les sessions seront disponibles en replay sur le site et le blog de Bamtou. Merci et bon appétit. Merci. Merci à tous.